clear and loud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode du Wombat Café. Je suis Ryan et aujourd'hui j'ai l'honneur d'inviter journaliste cinéma, présentatrice qui a travaillé chez Typique, La Première, Vivacité, la RTBF, Cathy Immelen. Bonjour Cathy. Bonjour Ryan, bonjour à tous. Ma première question, elle va être très très simple, c'est comment vas-tu ? Ah bah ça va super bien, je suis venue à pied puisque le tram m'a de nouveau fait fond bon, c'est un peu l'histoire de ma vie et on peut le dire, il fait magnifique aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et j'ai bossé toute la journée derrière mon ordinateur et là le fait d'avoir marché, j'adore marcher, voilà, et je suis ravie d'être là. J'écoute beaucoup de podcasts et c'est la première fois que je suis interviewée dans un podcast. Donc voilà, tout ça me met de très bonne humeur et en plus quand je vais rentrer chez moi, je vais regarder Koh-Lanta que j'ai raté hier. Donc c'est un peu la fin de journée parfaite. Ah, parfait. J'ai l'honneur alors de pouvoir t'accueillir dans ton premier podcast, ta première interview et je suis très content. Et donc, moi, je dirais qu'on commence peut-être par ton parcours pour pouvoir mieux te comprendre et pour pouvoir aussi mieux comprendre toutes les questions que j'ai posées après. Okay. Peut-être certaines personnes ne te connaissent pas ou d'autres se disent « Ah oui, c'est la femme qu'on voit à la télé qui parle de cinéma. » Peut-être ça vaudrait la peine d'un peu contextualiser tout ça. Donc moi, je me disais, quelles études tu as pu faire pour pouvoir être journaliste de cinéma ? Ça paraît tellement particulier. Oui, alors j'ai aussi un parcours un peu particulier qui n'est pas du tout classique dans la mesure où j'étais dans une école secondaire où il n'y avait que des filles, une école très, très stricte, une école catholique. Et j'avais un peu peur du monde. J'avais un peu, quand je suis sortie à 17 ans de l'école, aller à l'université, c'est un truc qui me faisait extrêmement peur. Voilà, Pourquoi ? Voilà. Mais parce que j'avais pas eu une jeunesse, j'étais pas sortie avec des potes, Voilà, c'était une jeunesse très studieuse, très dans la lecture. Ah, c'est très strict en fait comme oui, école. Voilà. Oui, c'était très strict. Et donc, me retrouver toute seule à l'UNIF, ça me semblait extrêmement effrayant, même si je savais que je voulais être journaliste. Et donc, j'ai d'abord fait un graduat. Donc à mon époque, on appelait ça graduat. Je crois que c'est master maintenant, c'est ça. C'est des études en 3 ans. Bachelier ? Bachelier, voilà, c'est ça. J'ai fait un bachelier en commu en sachant que mon parcours allait être, je vais faire ce bac. Et puis, je ferai l'année de passerelle et puis j'irai à l'UNIF. C'est pas en général les gens essayent l'UNIF et puis ils vont en bachelier si ça fonctionne pas. Moi je savais dès le départ que je voulais faire le contraire parce qu'en bachelier on a énormément de stages, à l'UNIF pas du tout, et je voulais tester le métier de journaliste avant de me lancer vraiment dans des études qui je savais allaient me prendre minimum 6 ans. Malgré le fait que tu étais dans une école qui paraissait très stricte, et le journalisme pour moi d'un point de vue extérieur ça paraît très libéré, c'est de la liberté avant tout. Le journalisme, on peut aller un peu dans tous les sens, on peut prendre l'angle qu'on veut. Alors oui, bien sûr, il y a des restrictions avec le rédacteur en chef et tout ça. Mais alors comment cette envie d'aller vers le journalisme part alors que tu étais dans une école très stricte et peut-être faire des études très classiques? Oui, mais une école stricte ne veut pas dire qu'elle n'était pas ouverte d'esprit en fait. Okay. Honnêtement, c'est une école, comme c'était justement l'une des dernières écoles en Wallonie à être non mixte. C'était une école où j'avais beaucoup de camarades voilés parce que les signes distinctifs de religion étaient autorisés. Donc finalement, j'avais beaucoup plus de témoins de Jéhovah, de musulmanes et de protestantes dans ma classe. Donc il y avait un grand brassage culturel et social aussi parce que c'était pas une école pour jeunes filles forcément très favorisée. C'était dans un quartier difficile. Donc voilà, mais l'ouverture d'esprit était là et moi j'aimais bien toutes les matières à l'école. Et je ne savais pas choisir. J'aimais bien l'histoire, j'aimais bien la géo, j'aimais bien l'anglais. Je voulais tout faire, je voulais être médecin, je voulais être prof, je voulais tout faire. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me permettra de toucher à plein de matières différentes ? Et qu'est-ce que j'aime faire ? Et moi, j'adorais faire les élocutions. J'adorais prendre toute une matière, bouquiner à fond et après restituer, vulgariser un sujet. Mais sans aller forcément vers la culture, a priori. Moi, j'aimais bien juste expliquer des choses et des choses scientifiques. Moi, j'aimais bien les sciences. Donc, bref, je suis allée faire mon bachelier en communication et j'ai tout de suite fait mon premier stage en première année à Radio Contact. Et j'ai tout de suite bossé là-bas, en fait. J'avais 18 ans. Et je suis tombée dans un univers... c'était la radio, évidemment. Moi, j'ai commencé par la radio.
Et je faisais des billets pour les journaux parlés. On me faisait confiance, j'ai fait du bénévolat, mais ça m'amusait en fait. J'avais plutôt l'impression de jouer que de travailler. Deuxième année, j'ai fait un stage à la RTB, donc c'était en 99, c'était il y a longtemps, auprès de Guy Lemaire. Et après mon stage, j'ai un peu filouté. Il y avait un concours, parce qu'en fait la RTBF étant une entreprise publique, il y a des concours parfois ouverts qui sont ouverts à tout le monde. En fait, il suffit de remplir certains critères. On peut passer les concours de la RTBF. Et quand j'étais en stage, mais j'étais jeune, franchement j'avais 19 ans. Ouais, 19. J'ai passé ce fameux concours et je l'ai réussi. Et j'étais lauréate. Et en fait, quand tu es premier d'un concours, c'est la loi, ils sont obligés de t'appeler dès qu'il y a un poste qui correspond au concours officiel que tu as remporté. Donc, j'ai été engagée comme assistante, alors que j'étais toujours à l'école et je leur avais pas dit que j'étais pas diplômée et qu'il me restait encore quelques années à faire. Voilà, pour moi, c'est la règle du jeu, quoi. On joue avec les règles du jeu, et puis si ça passe, ça passe. Hein. Et donc, j'ai enchaîné mes études, puis j'ai fait ma passerelle, puis j'ai fait l'UNIF, tout en bossant déjà à la RTBF comme assistante, puis comme journaliste, puis comme éditrice, puis comme présentatrice, et jusqu'à démarrer dans le cinéma en 2002, que je n'ai pas quitté depuis. Donc voilà, un parcours qui s'est fait grâce au stage de l'école et à l'amour du métier. Moi, ce qui m'avait étonné là-dedans, c'est que tu es arrivée très très vite à la RTBF, et je me disais, en tant qu'étudiante, je pense qu'au début, ça va être hyper compliqué de pouvoir se représenter le futur, et surtout quand on est en journalisme où clairement c'est un métier précaire, et les gens ont parfois plus 3 à 4 boulots, 3-4 rôles pour pouvoir réussir à joindre les deux bouts. Donc je crois que ça doit être hyper stressant de pouvoir faire ces études là-dedans. Et puis après, tu arrives à empocher un rôle, en tout cas un job à la RTBF. Est-ce que c'est plutôt quelque chose où on est rassuré à ce moment-là, on se dit « Ok, la RTBF, c'est carrément national, c'est beaucoup plus rassurant » ou on est plutôt stressé de perdre ce rôle? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Oh là là, moi déjà, j'essayais de survivre entre les cours, les examens et le fait de bosser les week-ends, le soir, à mi-temps. Et je ne me posais pas toutes ces questions. Il n'y a pas la crise existentielle. Mais non, honnêtement, la crise existentielle, elle est venue plus tard. Mais là, c'était vraiment... il faut que je me débrouille. Et puis aussi, j'avais pas de budget familial. Vraiment, je devais tout payer moi-même. Mes études, le bus, mes frais scolaires, tout. Et donc, pour moi, c'était avant tout... Ouf, j'ai de l'argent qui tombe tous les mois. Et en plus, coup de bol, c'est en faisant quelque chose que j'aime bien. Mais j'aurais été serveuse au Lunch Garden, comme je l'ai déjà fait avant tout ça. Franchement, je me suis pas du tout posé toutes ces questions. Mais de fait, je savais que trouver un job en sortant de commu allait être très compliqué parce qu'on est beaucoup trop d'étudiants à choisir la communication, alors qu'il y a vraiment très peu de place, moins de se créer sa place soi-même et d'être indépendant. Et je sais, mes camarades qui se lançaient là-dedans ne gagnaient rien du tout. C'était de l'esclavagisme moderne. Donc oui, le fait d'être à la RTBF, c'était rassurant. Et en même temps, tous les 6 mois, je me disais, à un moment donné, ils vont voir que je suis nulle et ils vont me virer. Donc, le syndrome de l'imposteur était là dès le départ. Ah oui, oui, et comment tu arrives à passer outre ce syndrome? Je me dis, je ne sais pas. Beaucoup de gens me disent, ah, mais t'as toujours rêvé de faire ça. Enfin, comment t'as construit? C'est quoi tes ambitions? Moi, en fait... j'ai toujours eu l'impression que 6 mois après, on allait me dire bon, c'est bon, là, t'as joué à la radio, t'as joué à la télé, tu vas retrouver ta place qui est dans l'ombre, à amener les cafés aux autres. Okay. Et donc, ça fait 20 ans que je me dis ça, en fait, que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Mais... Donc, c'est un peu comme le méchant Scooby-Doo, on allait retirer ton masque et dire « Ah, elle ne sait rien, c'est ça !» Oui, peut-être. Ah, c'est pas question de pas savoir, c'est question de... Comment dire ? Quand on est un visage de la télévision, les gens projettent beaucoup de choses et je me suis toujours dit, les gens projettent beaucoup plus que ce que je ne suis. Les gens pensent que j'ai une vie super glamour. Il y a beaucoup de clichés et je corresponds, je crois pas à ces clichés-là. Et donc, c'est très compliqué d'avoir une image médiatique qu'on ne maîtrise pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et je ne pouvais pas dire sur mon Instagram « Voici ceci et moi ». C'est compliqué quand on est une jeune fille
pas du tout confiante en elle et très complexée, de se retrouver avec sa tête sur le ciné-revue, avec sa tête, parfois on va dans un magasin de télé et on voit sa tête en gros plan sur 15 télé, de voir les gens. Enfin voilà, c'est pas facile. J'étais pas très mature comme jeune fille, donc voilà, et c'est pas évident de grandir comme ça, quoi. Et alors à ce moment-là, quand on voit justement sa tête sur un magazine ou quand on se revoit à la télé, qu'on reçoit des remarques, parfois désobligeantes et parfois très, je ne sais plus comment on dit, mais on va dire obséquieuse. Voilà, obséquieuse. Est-ce que on passe outre et on se dit bon, c'est le job, c'est comme ça, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose avec lequel il faut vivre avec et... Ouais, alors ça, maintenant je m'en fous Okay. totalement. J'ai de la chance, j'ai été assez préservée par les critiques négatives et par les trolls et par le harcèlement. Je sais que j'ai des collègues qui reçoivent des trucs graveleux. Moi, c'était assez rare. Est-ce que tu as une explication pour ça ? Je pense que, alors, à la RTBF, il faut savoir que les chaînes étudient nos profils par rapport à, d'un point de vue marketing, ce que les spectateurs ressentent ou pensent en nous voyant. Wow. C'est des choses auxquelles on n'a pas accès. Mais moi, on m'a déjà sorti quelques phrases de ces rapports sur mon image médiatique. Et je suis pas une menace. C'est comme ça qu'on me résume. Ouais, oui. Wow. C'est-à-dire que je ne suis pas une présentatrice qui serait trop sexy ou trop envahissante. Et en fait, je fais rire les gens. Et apparemment, parce que c'est ce qu'on me dit souvent, « Ah, vous me faites rire ». Et donc, je pense que je n'inspire pas... de choses trop négatives, parce que je suis plutôt souriante et légère dans ce que je dégage, apparemment. Et donc, ça veut dire qu'alors être trop sexy ou trop virulent dans les propos serait menaçant. Oui, mais c'est alors le côté menace était plutôt dans la sexitude. Oui. Les femmes sont très dures avec les femmes présentatrices. Ah ouais. Ouais, et donc le fait de ne pas être perçu comme une menace, c'est important. Ouais, c'est un critère important. Ok, comment tu réagis face à des remarques comme ça ? Des remarques comme quoi ? Comme oh, t'es pas trop menaçante, je suis ravie parce que c'est ce que j'essaye de faire. Ah, donc tu cherches... je ne veux absolument pas que le fait que je sois une fille ou que je serais habillée de telle manière ou que j'aurais une silhouette comme ceci ou un visage comme cela interfère dans quoi que ce soit par rapport à mon métier. Donc j'essaye de gommer tout ce qui pourrait être un peu trop sexy ou aguicheur. Je veux vraiment... je trouve qu'on se focalise déjà beaucoup sur notre physique et sur l'emballage plutôt que sur ce qu'on raconte. Donc je fais vraiment tout pour que ça n'interfère pas dans le contenu. C'était dès le départ, tu avais cette stratégie-là ? Ah oui. Ouais, c'est pas une stratégie, c'est que je suis comme ça dans la vie. En fait, c'est que je veux, même parmi mes amis ou quoi, je veux pas être la fille dévergondée, sexy du groupe, quoi. Je veux pas être résumée à ça. Donc, j'ai toujours fait super attention à ça. Mais pour en revenir aux critiques, les critiques positives et les critiques négatives, je m'en fous. C'est-à-dire que pour moi, elles sont sur le même pied. Ah. C'est-à-dire que ce qui est important... c'est moi comment je ressens ce que j'ai fait et est-ce que je suis fière ou pas de ce que j'ai fait et est-ce que je me suis donnée à fond ou pas. Et je pense qu'avec mon expérience maintenant je suis capable d'autocritique et donc on vient de me dire ah c'était chouette ou ah j'ai pas trop aimé. En fait ça me passe 20 km au-dessus de la tête parce que moi seule sais si j'ai atteint mon objectif de contenu et si j'ai fait ça avec finesse ou pas. Alors maintenant on a parlé des critiques par rapport à toi et donc ta manière de présenter, mais le cinéma, il se trouve bizarrement que c'est un art qui est hyper polarisant. Ouais. Des gens adorent, des gens détestent. Est-ce que c'est tout aussi... est-ce que l'effet et l'affect alors, quand on vient de faire des critiques par rapport à ta critique sur un cinéma, par rapport à ta vision, est-ce que c'est pareil ? Eh ben, quelqu'un, parce que les gens évidemment viennent tout le temps me parler, que ce soit dans les couloirs au boulot ou dans le métro ou même sur les réseaux sociaux. Ah, je suis pas d'accord avec vous ou je suis d'accord avec vous. Et en fait, j'adore écouter les arguments des autres, j'adore lire les critiques des autres, toujours après avoir écrit la mienne, pour pas que ça vienne me parasiter. Mais en fait, je m'en fous aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Si je te parle de Jurassic World, que j'ai trouvé vraiment très naze, et que tu me dis, moi je trouve quand même que revoir les anciens protagonistes de Jurassic Park, ça m'a fait plaisir, je vais te dire, en fait, tant mieux pour toi. Tant mieux, exactement. Tant mieux pour toi. Et que quelqu'un trouve du plaisir là où je n'en ai pas trouvé, mais tant mieux, en fait.
tant mieux. Et si quelqu'un déteste ce que moi j'ai adoré, j'ai envie de dire, mais tant mieux pour moi. En fait, l'important, c'est le plaisir que chacun va y prendre. Et la critique, c'est comme pour tout. Je déteste le snobisme, en fait. Et si t'adores Céline Dion, bah t'adores Céline Dion, tant mieux pour toi. Et si t'aimes bien les trucs pointus, l'électro de Détroit, mais tant mieux pour toi aussi. Juste prends du plaisir. Voilà. Donc la critique de cinéma, c'est quelque chose où j'essaye de ne jamais oublier que je pense qu'il y a toujours un spectateur pour chaque film, sauf les gros foutages de gueule de la comédie française, parce qu'on a quand même quelques gros foutages de gueule. Des films vraiment faits cyniquement, juste pour le pognon. Mais dans l'absolu, si tu kiffes aller voir Fast and Furious 7 en mangeant du popcorn parce que t'as travaillé depuis 2 mois non-stop et que t'as juste envie avec tes potes de te faire du bien, bah... Pour qui suis-je pour juger ça? Mais par contre, je le dirais en critique comme ça. Je dirais, bon, moi les gars, Fast and Furious, les bagnoles, je m'en fous. Mais je reconnais que les cascades sont complètement dingues, complètement folles. Et si demain soir, vous voulez manger du popcorn avec votre gamin qui a 13 ans et que ça peut vous lier parce que vous aimez les voitures, mais allez le voir. Et donc, je n'enlève jamais... Je fais jamais de critique pure et subjective. J'essaye de trouver à qui ça peut plaire. Et voilà, plutôt que faire une critique comme on peut en lire dans la presse écrite. Ce qui n'est pas mon rôle, il faut se distinguer. Moi, je me distingue comme ça. De toute manière, je n'ai pas le temps de développer. C'est pas en 3 minutes qu'on peut être subtil et nuancé. Donc, mon parti pris, c'est les émotions. Je crois qu'avec tout ça, on a déjà une bonne identité de ce qui est Cathy Mullen. Ah bon? Parce que moi, je ne sais toujours pas. On va dire en surface. Le cinéma, c'est ton truc. Moi, je voulais savoir, quel était le premier film que tu as vu? D'où est venu cet amour du cinéma? Mais ce n'est pas du tout mon truc premier, le cinéma, en fait. Non, pourtant, tu t'es penché là-dessus Oui. et maintenant, c'est devenu ton quotidien. Oui, c'est mon quotidien, mais parce que le cinéma permet d'aborder plein de thèmes différents relatifs aux connaissances, à l'histoire, au mode de vie, à la sociologie, à l'anthropologie. Et c'est toujours l'idée d'appréhender différentes cultures et différentes manières de voir le monde, et l'esthétique aussi, qui est très importante pour moi, la mise en scène, le travail sur le son. Mais je n'étais pas une cinéphile étant adolescente, on n'allait pas au cinéma quand j'étais jeune, on n'avait pas de sous pour aller au cinéma. Et ma cinéphilie a commencé en regardant des films sur Arte, sur une toute petite télé dans ma chambre. Comme quoi qu'on arrête de dire que les films sur plateforme, ce n'est pas du cinéma, parce que je pense que beaucoup de jeunes ont construit leur cinéphilie, peut-être plus âgés que moi, sur des cassettes, puis sur des DVD, et dans sa chambre, sur son ordi. Donc, faut arrêter de croire que la vraie cinéphilie, ce n'est que sur grand écran. Eh ben, je ne sais plus ce que je voulais dire avec tout ça. Que oui, j'étais pas passionnée de cinéma. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est déconstruire et la critique. Et c'est l'analyse. Et donc, ça peut être analyser une pub, analyser un clip, analyser un texte, analyser une allure, une silhouette, mais c'est décortiquer, en fait, et analyser les éléments. Voilà. Mais les gens aussi. Mais ça m'intéresse quand même de savoir si toi, tu as une manière particulière de vouloir approcher une analyse. Est-ce que tu as envie de casser les codes, ou est-ce que tu préfères une analyse plutôt bien faite, qui sont dans les codes et qui vont pouvoir amener l'information avant tout? Mais en fait, les codes de la critique ciné en télé, je ne les connais pas vraiment parce qu'il n'y en a pas énormément. Ah ouais? Ben, il n'y a plus vraiment d'espace critique pour le cinéma à la télévision. Quand ils pensent, on voit beaucoup d'invités cinéma chez Ruquier, dans C'est à vous, mais ces gens sont en promotion et on ne fait pas la critique de leurs films. Et donc des vraies critiques, il y a Le Cercle sur Canal+, mais je ne regarde pas. Je n'ai pas Canal+, ni même en brouillé, enfin ni en clair. Et donc, casser les codes, je n'en sais rien, parce que je ne réfléchis pas par rapport aux autres, je réfléchis par rapport à ce qui, moi, me convient. Et je sais que dans mon émission d'après, Tellement Ciné, où là, j'ai vraiment été à la base du concept visuel aussi, où j'étais vraiment rédac-chef, et ben, c'était chaque film qui guidait comment j'allais en parler. Je m'adaptais plutôt au film. Parce que comment mettre sur un même pied d'égalité une comédie française qui ressemble à un téléfilm avec François-Xavier de Maison et Elsa Zilberstein, pas terrible, et à côté un Dune ou un film sur Elvis,
Je pense qu'on ne peut pas appliquer la même grille à tous les films parce que tous les films n'ont pas le même but et ne sont pas nés avec la même envie. Il y a des œuvres d'art, il y a des films qui sont juste des œuvres d'art. Il y en a d'autres où c'est surtout du contenu, de l'engagement. Et il y en a d'autres, c'est du divertissement. Et tu ne peux pas les traiter de la même manière. Ils ne sont pas faits pour le même public ni avec le même objectif. Quand tu as vu un film, que tu marches vers chez toi, comment ça se passe? Est-ce que directement on commence à penser à l'angle d'approche ou est-ce qu'on essaie juste un peu faire l'éponge, de prendre toutes les informations et puis plus tard on y repense? Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, chacun a sa technique. Moi, j'ai des phrases clés qui me viennent pendant la projo que j'essaye de ne pas oublier. Ah, tu écris pas pendant Non, la et je projo? n'écris pas parce que j'ai peur de louper une phrase, de louper un truc. Et puis j'ai jamais de bic ni de papier sur moi, je suis très bordélique. En fait, donc j'ai des phrases et j'ai des idées, j'ai des comparaisons, j'ai des punchlines qui arrivent dans mon cerveau que j'oublie la plupart du temps. Et puis sur la route, effectivement, là sur mon téléphone, je note les premiers trucs qui me viennent à l'esprit, mais ça peut être juste des mots-clés que je ne comprends plus quand je relis après, ou des scènes marquantes ou quoi. Et je n'écris rien. Et c'est seulement 2-3 jours après, ou parfois 2 semaines après, que je me dis, et qu'est-ce qui me reste de ce film maintenant? Et donc je reprends les impressions à chaud et je les mélange avec comment ça a infusé en moi, les rapprochements que j'ai pu faire avec d'autres œuvres, des lectures que j'ai pu avoir, parce que moi j'adore aller en vision de presse sans savoir ce que je vais voir. Donc je ne veux rien lire, pas d'infos, d'où ça vient, est-ce que c'est tiré d'un bouquin, est-ce que c'est un remake? Rien. Mais après, pour moi, écrire, il faut que je sache ce genre de choses. Donc voilà, je fais un mélange de mes recherches, de mes lectures, de ce qui m'est resté, mais des impressions à chaud aussi. Et parfois, ça peut un peu changer. Je pense que l'avis qu'on peut donner en sortant d'une salle, surtout avec un film complexe, peut évoluer, soit en discutant avec d'autres personnes. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je comprends tout à tous les films la première fois que je les vois. Où il y a des choses auxquelles je suis pas forcément attentive. Par exemple, j'ai longtemps été peu attentive à l'image de la femme ou à tout ce qui concernait les notions de genre. C'était pas des choses auxquelles je faisais attention, mais par contre, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ces combats-là. Puis parfois, je sortais d'un film, je disais ah qu'est-ce que j'ai? Il me dit oui, mais tu te rends compte de quoi on a ri? Et qu'est-ce qui t'a fait rire? Et parfois, le fait de discuter d'un film peut désamorcer certaines choses que voilà, j'ai pas la prétention d'avoir une analyse over pertinente tout de suite, quoi. Tu as parlé de visionnage presse ou de session presse. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. L'industrie du cinéma est assez opaque quand on ne fait pas partie de ce secteur. Mais je me disais que parfois, peut-être les journalistes étaient invités, ils étaient très chouchoutés, tout ça. Non, pas spécialement. On n'est pas chouchoutés du tout. Hein. Ah ouais? Non. J'ai un calendrier des projections presse. Demain, il y a un film au Palace à 10h. À midi, il y en a un autre à l'Aventure. Et puis à 14h, un autre au Kinépolis. On reçoit des invitations par mail. Et puis on va à la Projo Presse. On signe à l'entrée à l'attaché de presse pour dire qu'on est venu. Pour qu'elle sache qui de la presse a vu le film. Mais on n'est absolument pas chouchouté. Alors de temps en temps, on a un café ou une bouteille d'eau. Puis on sort de la salle, l'attaché de presse n'est même plus là. Donc l'attaché de presse vient prendre les présences et puis dire ben voilà, si le film te plaît, sache que le réalisateur vient dans 3 semaines, donc n'hésite pas à me téléphoner. Et c'est tout, c'est vraiment tout. C'est industriel en fait. Tu viens, hop, cocher, hop, on repart. Ben, comme n'importe quel boulot, comme si... Mais depuis le Covid, je dois dire que beaucoup de distributeurs ont pris le pli de nous envoyer les films par lien. Et donc on les regarde chez nous. Parce qu'il y a trop de films qui sortent. Et donc on n'arrive pas à suivre le rythme des projos presse. Et les petits distributeurs qui ont des films plus fragiles, si 2 projos ont lieu en même temps, par exemple, t'as un film d'une major, c'est un tout petit film. Tu sais que le film de chez Sony, ils vont pas t'envoyer un lien. Hein, ils vont, voilà. Et donc tu te dis, bah, si je dois en louper un, je vais louper le petit film. Parce que je vais pouvoir le regarder chez moi si je le demande. Et donc voilà. Mais je dirais que je vois pour le moment la moitié des films, une très bonne moitié chez moi, en fait, sur Internet, en streaming, avec des liens watermarkés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas piratables. Ou si ça se retrouve sur Internet, j'aurais de très très gros soucis parce que mon nom est incrusté à des moments clés, des endroits clés. Voilà, c'est traçable. Ok, excellent. Mais donc tu dirais qu'il y a
aucune façon où les majors ou les plus petits producteurs essaieraient de t'influencer par rapport à ton appréciation d'un film? Ah, pas du tout. Ah ouais. Ah non, pas du tout. On a même souvent des conversations très franches. Alors, la plupart des distributeurs nous demandent même pas notre avis. Est-ce que tu as aimé le film ou pas? Ok. Et puis ils le découvriront en nous lisant ou en nous écoutant. Alors parfois, moi, personnellement, en cas d'énorme coup de cœur, j'envoie un petit SMS genre « Oh, canon, votre film, trop contente de pouvoir en parler dans 3 semaines. Comptez sur moi, j'ai adoré, je vais bien suivre la sortie. » À compter sur moi quand même. Oui, parce que y a certains distributeurs qui ont du mal à faire vivre leurs films. Des films, des œuvres que je trouve indispensables sont montrés dans très peu de cinéma. Et si la première semaine, il n'y a pas un peu de presse, il n'y a pas peu de médiatisation, j'estime que mon travail, c'est aussi soutenir la culture. En fait, que ce n'est pas que faire que des comptes rendus. Et pour moi, soutenir le cinéma Vendôme qui fait son possible pour avoir des bons films, pareil aux galeries ou les Grignots à Liège, j'estime que faire la promotion de tout ce qui est socio-culturel en matière de cinéma, ça fait aussi partie de mon travail de journaliste. Et donc, aider des films dont on ne va pas parler sur les médias mainstream, et je suis là pour ça. Et pouvoir pousser un petit film que j'estime être une pépite, pour moi, oui, les distributeurs peuvent compter sur moi si le film me plaît. Bien sûr. bien Évidemment. sûr. RTBF a déjà aidé à financer certains Ah, on films. coproduit beaucoup de films. Toi, comment ça se passait? Je suppose que tu ne reçois pas de pression, faut pas rigoler non plus, mais pas du tout. est-ce que toi, tu te mets toi-même peut-être une pression en disant, bon, si la RTBF a quand même aidé, moi, il y a quand même mon job qui peut être entre guillemets en jeu par rapport Non, à pas ça? du tout. Non, Vraiment pas du tout. Pas du tout. Je dirais que là où il y a de l'autocensure, peut-être un peu, et ça, les journalistes belges ont du mal à en parler, ont du mal à l'avouer, mais je pense qu'on est un peu plus bienveillant avec le cinéma belge qu'avec le reste du cinéma. Ok. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'on sait les difficultés que c'est de faire un film, et on sait que les films belges ne sont pas parfaits, mais on va être moins virulent, je dirais, parce qu'on est lu par des gens qui bossent pendant 2-3 ans sur un film, et puis en 3 phrases assassines, nous, on va leur faire du mal. Donc je pense qu'on est aussi, d'un point de vue humain, un peu moins acide. Et bien, moi, je peux me moquer de Franck Dubosc, tu vois, je sais bien qu'il m'entendra jamais. Donc je peux y aller et dire « Oh, le nouveau Franck Dubosc, quelle merde !» Mais tu vois, je peux y aller, je m'en fous. Mais par contre, je n'ai pas aimé... Alors, Tori et Lokita, le dernier film des Frères Dardenne, j'aime beaucoup, mais j'aimais pas le précédent, Le Jeune Ahmed, ni La Fille Inconnue. Mais j'ai pas dit « Quelle merde, les Dardennes !» Voilà, c'est par respect aussi, parce que c'est des grands artistes de chez nous. Mais il faut pas que la frontière est fine entre... Il y a ce respect et en même temps, il faut rester critique. Mais franchement, je pense que je suis plus douce et plus attentive au cinéma belge parce qu'on sait à quel point c'est compliqué, en fait. Oui. Tu sais, quand tu fais une critique d'un film, je suppose que tu as aussi en tête comment le public va interpréter ta critique. Oui, et après, oui, bien tu sûr. vas avoir un public qui va aller au cinéma, parfois un public qui va pas y aller, Oui, mais aussi parfois, je sais pas moi, si tu te dis ce film-là est très sexiste, soyons vraiment clichés dans une critique, le public va partir dans la salle avec déjà cette vision-là. Ah, oui, Comment je toi vois. tu interprètes cette approche-là? Oui. Mais moi, je pense au public toujours dès que j'écris, parce que en fait, je travaille sur 4 chaînes de radio différentes qui ont des publics cibles extrêmement différents, et pourtant je parle des mêmes films. Je peux parler du même film sur Vivacité, sur Typique, sur Classique 21 et sur La Première. Et j'adapte mon contenu et mon ton à la chaîne sur laquelle je suis. Je ne vais pas évoquer les mêmes éléments en fonction des chaînes. Est-ce que tu auras un exemple peut-être? Mais je réfléchis. Par exemple, Jurassic Park. Oh non, Jurassic Park, j'ai tellement détesté que j'ai juste dit ça partout. Non, attends, je vais prendre Nowhere Special, qui est sorti la semaine dernière. C'est un petit film réalisé par un metteur en scène italien, mais un film anglais. Sur La Première, j'ai eu le temps d'expliquer que le réalisateur s'appelait Pasolini, mais que ce n'était pas de la famille du grand Pasolini, mais que celui-ci était le neveu de Visconti. Okay. Voilà.
Ça, j'en ai pas parlé du tout sur Typique parce que c'est un élément qui va parler à personne. J'ai parlé d'un point, d'un angle du film que je trouve intéressant, c'est l'histoire d'un papa qui recherche une famille parce qu'il se sait condamné, il recherche une famille d'accueil pour son petit garçon et il fait un peu le casting de famille. Et moi, ce que j'ai mis en avant sur Typique, c'est que le fait que le film parlait de la parentalité et de différentes formes de parentalité. Une femme seule, un couple homosexuel, un couple qui a perdu un enfant, un couple qui n'arrive pas à en avoir, un couple qui en a plein. Parce que je sais que sur Typique, on va me demander d'axer sur le côté sociétal. Sur Vivacité, j'ai parlé de l'émotion que procure le film d'un papa qui doit expliquer à son enfant qu'il va partir et qu'il va devoir aller dans une autre famille. Et sur Classique 21, j'ai parlé plutôt de l'acteur principal, qui sera peut-être le prochain James Bond. Donc j'ai parlé du même film, mais j'ai abordé des points différents dans chaque critique, avec toujours le même avis sur le film, en fait. Mais voilà, j'agrémente en fonction du public qui écoute, et sans essayer de le guider. J'essaye de pas trop influencer le public. Mais c'est pas, pas facile. Donc de plus en plus de séries, il y a de plus en plus de films qui sont sur les plateformes. Je t'ai entendu plusieurs fois en parler de films et de séries qui sortent sur les plateformes. Comment toi tu vois en fait cette imbrication de plein de nouveaux acteurs dans le cinéma qui changent vraiment tout là où l'économie va, en fait là où l'argent va. Et comment toi tu as envie de voir évoluer tout ce secteur et ton rôle dans tout ça en fait? Alors moi j'ai une position très compliquée parce que je ne suis pas d'accord avec la position générale de la RTBF à ce sujet et ça me vaut des angoisses, des crises de nerfs et des mails un peu incendiaires depuis 2-3 ans où en fait la RTBF, j'espère que mes chefs n'écoutent pas, la RTBF possède la plateforme Ovio qui est une plateforme où il y a du streaming aussi, des films, des séries. Sache que sur Ovio, il y a par exemple tous les films qui passent à la RTBF. Et t'as les films les grandes premières, grand public de la 1, mais t'as aussi tous les super films canons de la 3. Là, ils ont une programme pour l'été Ciné-Festival où c'est que des films primés et montrés en festival, mais c'est des films qui ont gagné la Palme d'Or. Enfin, c'est vraiment une super belle programme. Mais bref, la RTBF se veut un acteur du streaming. C'est pour t'expliquer là où je veux en venir. Et donc, je ne peux pas parler ni mentionner les sorties Netflix, Amazon, Disney, parce que c'est de la concurrence à Ovio. Donc, je ne peux pas parler du streaming. Mais, parfois, je le fais. Bah oui. L'air de rien. Voilà. Enfin, j'ai pas envie de critiquer trop parce que je trouve que la RTBF fait quand même du bon boulot dans la culture en Belgique. Mais... c'est bizarre parce que moi, j'interprète ce que tu fais par rapport aux autres plateformes de streaming comme une sorte d'intérêt public. Bah oui, je suis d'accord. Et pourtant, le fait que qu'on te censure, mais indirectement qu'on te censure face à certaines critiques, ça paraît bizarre parce que c'est à l'encontre de l'intérêt public qui est du journalisme pur. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Écoute, il y a quelques semaines est sortie Downton Abbey, la version cinéma. La deuxième version cinéma, et il y a un acteur belge au casting, Jonathan Zakaï. Et moi, j'ai dit... il faut absolument recevoir ce mec à la radio parce que c'est un acteur belge qui a joué dans une méga production, quelque chose de très british. Et en interview, je suis sûre qu'il a plein d'anecdotes. Et de fait, moi, je l'ai lu après dans des magazines. Je l'ai entendu à la radio, à la télé. Il vivait un rêve éveillé. C'était passionnant à écouter. Et on m'a dit, non, on va pas faire de la pub à une série qui n'est pas passée à la RTBF. Je dis, mais rien à voir. Downton Abbey, c'est de la pop culture. Là, je parle d'un film. Alors oui, RTL a diffusé la série à l'époque, ou Club RTL, je ne sais plus, mais on s'en fout. Et ben voilà, ça a été refusé. Entre-temps, le public va voir ailleurs l'information et ça change rien. Sache que je ne suis pas d'accord avec ça et que je me bats. Après, ça m'empêche pas de parler de cette semaine. Sur la première, je vais parler d'un docu qui est disponible sur Apple, mais parce que c'est un docu qui parle de cinéma, et alors je dois pas le dire trop souvent. Voilà la consigne. Je dois pas le répéter trop souvent. Donc je peux dire disponible en streaming, disponible sur une plateforme. Sans mentionner le compétiteur. Voilà. Donc et quant à l'avenir de tout ça, je pense que personne n'a la réponse pour le moment. Donc moi, je pense que c'est pas indissociable. Comme je te le disais, ma cinéphilie, elle est née sur une petite télévision dans un coin de ma chambre. Donc
pour moi que des jeunes traînent sur les plateformes. Ça ne me gêne pas du tout. Après, c'est qu'est-ce qu'on propose sur ces plateformes. Netflix, moi, j'ai arrêté de payer. Je paye plus. Quelques séries sur du lot, quelques films, mais non, c'est fini. Donc évidemment, c'est comme pour tout, c'est comme pour le cinéma. Si on reste cantonné à je vais voir un blockbuster tous les 6 mois au Kinépolis et sur Netflix, je regarde ce qu'il y a dans les propositions en top 5, ou est-ce que je suis un peu curieux, que je vais regarder un programme ciné, et est-ce que je vais un peu checker une plateforme comme Sooner où il y a des films un peu plus intéressants. Mais le problème ne vient pas ni des plateformes ni des créateurs de contenu. Je pense que le problème vient de la manière dont les jeunes sont éduqués par rapport à la culture et à l'ouverture familiale ou pas, et à l'ouverture scolaire par rapport à la culture. Et il ne faut pas dire les plateformes c'est nul. Non. C'est l'usage qu'on en fait. Je pense qu'il n'y a pas un apprentissage de la culture suffisant chez nous. Voilà. Alors, je t'ai invité dans le Wombat Café et on va tout dire aux auditrices et aux auditeurs. Avant qu'on commence l'interview, tu m'avais dit que tu étais un peu désarçonné parce que tu avais vu que c'était le Wombat Café, c'était par rapport à l'engagement. Oui. Et c'est quelque chose, un peu le militantisme, c'est quelque chose auquel je m'intéresse. Mais comme je t'ai dit avant, et je vais le répéter maintenant. Tu m'as rassuré. La dernière critique que j'ai vue, que j'ai entendu plutôt, c'était par rapport à un film sur Edouard Baird. Mais on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ton point de vue était politisé. J'irai pas jusqu'à dire militant, parce que c'était pas du tout le cas, mais tu avais pris en compte les inégalités sociales et la politique dans laquelle on est aujourd'hui, la situation dans laquelle on est. Donc je me doute que tu dois prendre ça en compte lorsque tu fais attention aux critiques. Comment toi, tu interprétais ce rôle de critique cinéma dans une situation politique, et comment toi tu interprètes alors un film avec ça? Oui, alors, c'est très complexe comme question. Alors, il y a toujours ce cliché la RTBF, il faut être politisé pour bosser. Ah ouais? J'aurais dit complètement le contraire, moi. C'est vrai? Ah ouais, je trouve que la RTBF ne prend aucun risque. Dans tout ce qu'ils font, il n'y a pas de risque. Ah, ben va voir sur Twitter les gens qui nous disent qu'on est à la solde des bobos islamo-gauchistes, écolos et tout ça. Ah ouais? Ah oui. Mais alors, c'est peut-être les générations plus âgées. Il y a vraiment un énorme cliché. Et toi, tu dirais que Enfin non, il vaut mieux pas demander en comment tu te positionnes Ah là-dessus. oui, mais en fait, c'est pas compliqué. Moi, je pense que le public n'a pas à connaître mes opinions politiques. Ok. Par contre, je sais que je mets en avant et que me parlent beaucoup plus facilement des films où il y a un sujet social sur, par exemple, l'exploitation des ouvriers. Et je vais mettre un film comme ça, s'il est bien fait, particulièrement en avant, parce que je viens d'un milieu ouvrier, parce que autour de moi, les gens ne savent pas comment payer à la fin du mois. Et je pense que le cinéma est là pour interpeller d'autres classes sociales, parce qu'évidemment qu'un ouvrier n'a pas envie d'aller voir un film sur un autre ouvrier qui est dans la dèche. Mais je pense que le cinéma peut éveiller les consciences, et donc s'il y a un docu passionnant sur le changement climatique, je vais à mort le mettre en avant, parce que j'estime que c'est mon rôle de citoyenne aujourd'hui de mettre en avant ce que j'estime, c'est très personnel, devoir être mis en avant maintenant. Donc ce serait des films alors qui touchent à ta réalité, à ta sensibilité, plutôt que mettre en avant une vision politique? Non, pas forcément. Alors, oui, non, les deux, parce que ça peut être... Non, mais ça peut être un documentaire sur le manque d'eau en Afrique. Ça ne me touche pas dans ma réalité, mais je pense que c'est très important d'en parler. Parce que tu es sensible à la cause, ou bien rien à voir, c'est juste que le film t'a fait prendre conscience d'une nécessité? Parce que tout ce qui est œuvre altruiste doit être partagé pour moi. Mais pour ce qui concerne plutôt l'angle politique, moi j'aime les films qui critiquent la doxa, la pensée courante. J'aime les films à l'esprit critique. Et de fait, j'ai une sensibilité plus de gauche, et je pense que ça se ressent dans le choix de mes films. Et je ne m'en cache pas. Je réfléchis. Ou en tout cas, il n'est pas... il n'est pas en promotion dans tes critiques, c'est pas quelque chose qu'on ressent très vite. Et donc c'est bizarre que tu me dises que l'RTBF est critiquée pour être à la solde de... Je pense que c'est des clichés qui concernent vraiment les gens de ma génération et au-dessus. Okay. Voilà. Tu as une relation différente avec un public plus jeune, tu dirais? Non. La nouvelle Alors génération. je pense que le public plus jeune est beaucoup plus attentif
au contenu des films, aux notions de genre, au machisme, à la masculinité toxique, à la représentation de la femme, de son désir. Et donc moi aussi, je vais mettre en avant des films, non pas qui correspondent à ma vision, mais qui questionnent en tout cas tout ça. Mais Pour toi, ça fait partie du rôle du cinéma, de devoir questionner c'est un des le rôles. statu quo. Alors c'est pas obligatoire parce que de nouveau, pour moi, le cinéma, c'est un ensemble beaucoup trop hétérogène que pour dire le cinéma. Il y a tellement de cinémas différents, mais de fait, moi, le cinéma qui me parle, c'est le cinéma qui met en avant les difficultés sociales d'aujourd'hui, clairement. Voilà, ça c'est le cinéma qui me parle. Donc je vais en parler peut-être avec plus d'entrain. C'est intéressant parce que là, avec ce que tu dis, on se rend compte quand même qu'il y a une sorte de responsabilité quand on fait une critique. Comment est-ce que tu as appris peut-être cette responsabilité malgré toi? Est-ce que tu as fait une erreur, par exemple, dans une critique ou dans ta vision d'un film qui aurait pu t'amener à découvrir une responsabilité, par exemple? Alors je sais que j'avais parlé d'un film sur une femme transgenre. Voilà, et ben de nouveau je le dis mal parce que toutes ces questions-là sont très compliquées parce que les termes qu'on emploie sont hyper touchy. Et je me souviens que j'avais reçu toute une lettre de quelqu'un qui n'était pas content parce que c'était pas une femme transgenre. Attends, c'était pas ça. Enfin, c'était transsexuel et pas transgenre et en fait j'avais pas compris qu'il y avait une différence. Okay. Enfin bref, et je sais que ce genre de questions, on ne se rend pas compte parfois que le langage, que les mots sont importants pour les gens qui vivent ce genre de choses. Donc j'ai commencé à faire attention à ce que je disais de social ou de politique et aux mots que j'emploie à partir de ce moment-là où j'avais fait une petite boulette avec transgenre et transsexuel. Même si parfois j'aimerais que ce soit plus simple et que je me dis oui bon, à un moment donné on marche sur des œufs tout le temps. Mais je pense qu'à notre époque il faut faire un peu plus attention à ce qu'on dit et à qui on s'adresse. Je ne sais déjà plus quelle était ta question. Je me demandais si tu avais eu une erreur de jugement à un moment. Oui. Peut-être que tu as regretté une critique ou regretté une décision finale sur un projet où tu t'étais dit il est pas bien ou il est bien et que peut-être par après, 1 an, 2 ans plus tard, en fait... Oui, parce qu'on voit les films aussi dans l'état d'esprit dans lequel on est le jour même. Et la critique subjective n'existe pas, c'est impossible. Objective, pardon. Il y a des films que j'ai adorés. Pourquoi ? Parce que ça se passait en Angleterre à telle époque et que je suis fan de l'Angleterre. Ou parce que ça parle d'une histoire d'un papa mort. Moi, mon papa est mort et dès qu'il y a un papa décédé avec un enfant, je suis à fond dedans. Mais comme plein de gens, il y a des ruptures où je m'identifie à fond et je me dis « Oh, ce film était tellement beau !» Mais c'est juste parce que moi, je me suis vraiment reconnue. Ou certains jours, c'est le 4e film de la journée, t'as vu 3 films vraiment pénibles d'auteurs hyper chiants et puis le 4e c'est une comédie française avec une blague sur le caca et tu ris et t'en peux plus et tu sais que c'est nul et pourtant quand je vais parler du film je vais dire mais qu'est-ce que j'ai ri, puis en fait je vais le revoir à la télé 3 ans plus tard avec ma mère en disant maman il y a une scène là c'est drôle, et puis là je me dis mais Cathy en fait non, ce Pattaya c'était pas drôle du tout, comment t'as pu conseiller aux gens d'aller voir ça? Ben voilà, il y a une responsabilité et en même temps c'est jamais que du cinéma aussi je me sens beaucoup plus responsable du langage que j'emploie et de pas faire de faute de français que je pense que je ne vais jamais peser sur le destin d'un film. Mais par contre je sais qu'il y a des gens qui ont été bouleversés parce que j'ai conseillé un film sur l'adoption, ils se sont reconnus dans l'histoire et qui m'ont écrit après, ça c'est magnifique quoi. Voilà, mais responsable non, je n'est pas une aussi grande prétention, oui, j'ai pas la prétention d'avoir un impact de fou sur les gens non plus. T'as été à Cannes récemment. Oui. Déjà, je voulais savoir si t'avais bien aimé cette expérience. Alors Cannes, je pense que c'est mon 18e festival. Donc là, c'est comme aller chez le boucher, quoi. C'est pareil. C'est la maison. Je loge toujours au même endroit, je mange toujours au même endroit. C'est vraiment la vieille, quoi. La vieille et ses habitudes. Mon pastis à tel endroit, mes spaghettis bolo. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une année assez chiante. Hein. Moi, je me suis vraiment beaucoup ennuyée au cinéma, des films très longs.
2h30, 2h45, 3h, beaucoup de films dans lesquels il fallait couper. Après une année exceptionnelle aussi, parce que les Belges ont 3 Belges en compétition, 3 prix. C'est assez exceptionnel. Et le fait d'être belge cette année, c'était vraiment quelque chose de très... Ouais, et de cool à vivre, parce que même envers les journalistes, les collègues, parce qu'il y a une émulation entre collègues comme ça. On est des gens du monde entier à faire la file pour aller voir les mêmes films, donc on papote beaucoup. Ils disent « Ah, t'es belge, oh, you're from Belgium, so great movies this year ». Il y avait vraiment une émulation autour de la culture belge, et c'était Super pour chouette. ça vraiment bien. Ouais. Alors, j'ai vu sur ton Insta que tu avais été dîner avec François Damiens. Enfin, tu avais entre guillemets. Je me suis tapé l'incruste. Tu t'es tapé un l'incruste, apéro. mais c'était bienvenu pour tout le monde. Oui. Donc tu t'es tapé l'incruste. Mais alors, Ouais. là où je voulais en venir, c'était que je suppose que parfois les journalistes cinéma, ils ont certaines relations plus amicales avec certains acteurs ou certains producteurs plutôt que d'autres. Tu prenais parfois ça en compte dans la manière d'apprécier un film ou pas du tout, ou bien voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Non, pas du tout, parce que aucun acteur, aucun réalisateur n'est mon ami. J'en ai pas dans mon Ok. cercle vraiment amical. Par contre, il y a des gens comme Déborah François, comme Virginie Efira, comme Émilie Dequesne, où j'ai quasiment le même âge qu'elle. Ok. Et donc, j'ai fait mes premières interviews très jeunes, pendant qu'elles faisaient leur premier film très jeune. Et donc, depuis 20 ans, on se revoit tous les 2-3 ans et on s'envoie parfois des petits messages sur Instagram. Ah, j'ai vu ta série, qu'est-ce que c'était canon, ah, j'ai adoré, enfin voilà. Et elle, ah, j'ai entendu ce que tu as dit sur tel film, merci, c'était trop chou. Ah, ma maman t'a entendu à la radio. Mais on peut pas dire que ce sont des amis, par contre, ce sont des connaissances et je les suis. Et si je les trouve bien dans un film, je vais particulièrement le mettre en avant, vraiment. Mais j'ai des connaissances et alors j'essaye d'éviter totalement tout ce qui est. Tu me verras très rarement à des soirées, à des trucs où on est invité, Ah, un à truc des. entre pros, Oui, voilà. entre Et soi comme tout ça. ce qui est foule, tout ce qui est cocktail, machin, moi je vais jamais parce que je veux pas de contact avec les producteurs. Ah ouais, c'est le côté pro qui veut ça. Ou bien on se cache derrière une sorte d'anxiété sociale et en même temps... Ah, les deux. si ça Ah, les peut- deux. Moi, je déteste la foule. Je déteste. Je ne retiens jamais les visages ni les prénoms des gens. Et donc, je peux dire 3 fois bonjour à la même personne sur une soirée, ce qui est très gênant. Mais donc, moi, quand je vais au Magritte, la soirée post-Magritte, je suis dans un coin en train de manger derrière un rideau parce que je suis très gourmande. Mais oui, phobie sociale, mais aussi, je veux pas avoir de contact avec la prod. Parce que moi, je veux être comme le spectateur qui ne sait pas qui produit en général, comment ça se passe. Ben moi, je veux voir un film et juste m'asseoir pendant 2 heures et voir un film. Et pas trop savoir ce qu'il y a derrière. Je trouve ça intéressant parce que tu es, je pense, la première personne que j'invite qui est aussi présente dans les médias. Moi, par exemple, voilà, je monte ce podcast, mais je déteste me réentendre. Et je me dis, une personne qui est tout le temps dans les médias, elle doit être hyper consciente de sa propre présence. On parlait au début de cette émission de se retrouver devant la caméra et de devoir jouer sur sa propre image tout le temps. Ça doit être vraiment compliqué, ça doit être très fatigant, mais ça c'est un point de vue complètement extérieur, je ne me rends pas très bien compte. Et je voulais savoir si toi, tu avais pu passer outre ça, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te hante dans la vie de tous les jours, de devoir toujours jouer sur ton image lorsque tu es face à la caméra ou face au micro, devoir jouer sur ta voix. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es hyper consciente et est-ce que c'est quelque chose qui est commun en fait chez la plupart des journalistes et des gens dans les médias? Alors moi, je ne me regarde jamais. Je ne me réécoute jamais. Je ne supporte pas ça. Ça me rend vraiment malade. Donc, je trouve ça vraiment insupportable. Encore Parce maintenant. que c'est moi. Oui. oui. Les escape shows, c'est horrible de regarder ça. Horrible. Surtout s'il y a quelqu'un à côté de moi, c'est encore pire. Mais par contre, je n'en ai pas conscience quand je le fais, quand je le tourne. C'est juste Pourquoi il y a une adrénaline du Non, truc? en fait, moi, je me trouve vraiment très laide. Et donc, me voir à l'écran, c'est vraiment une souffrance. C'est vraiment une souffrance. Mais par contre, je pense que c'est plus compliqué pour les gens autour de moi, en fait. Moi, je ne m'en rends pas compte. Moi, je passe inaperçue. Moi, j'aime bien passer inaperçue. Et je passe inaperçue. Je prends le tram et le métro tous les jours. Les gens ne me ziotent pas. Un peu parfois, mais rien de...
comment dire, c'est beaucoup plus compliqué si je vais à Liège ou à Namur. En Wallonie, les gens sont beaucoup plus... À Bruxelles, les gens s'en foutent. Voilà, je vais résumer. À Bruxelles, les gens s'en foutent. En Wallonie, c'est plutôt... Oh, c'est vous, ah oui. Et en fait, les gens sont tellement sympathiques et gentils et souriants. Et moi, j'aime bien sourire et papoter avec les inconnus, que j'adore ce côté-là de mon métier. C'est le fait que les gens, souvent, me connaissent et ont un a priori positif et sont sympathiques. Je vais dans un magasin, clairement, on va peut-être me faire plus de sourires. Je vais au restaurant, on va peut-être me mettre un petit verre. Mais quand je suis avec ma mère et que je vois la fierté dans les yeux de ma mère parce que quelqu'un vient me dire « Ah, je vous aime bien », juste ça, moi, c'est le bonheur. Voilà. Après, c'est les gens autour. Moi, j'ai pas l'impression que ça me pose problème à moi. Je pense que ça pose problème aux gens autour de moi. Parce que, par exemple, pour un garçon, un compagnon ou un petit ami, c'est compliqué. D'être dans l'ombre, entre guillemets. Alors, d'être dans l'ombre peut-être pour certaines personnes, mais que la femme avec qui on est soit dans la lumière. Et que des gens viennent... Moi, mon ex-compagnon pétait des cases quand on me demandait un autographe. Mais littéralement, il pétait des cases. Et il insultait les gens. À la fin. Ah oui. Parce que lui trouvait ça débile. Il disait, mais enfin, qu'est-ce que tu t'en fous ? Enfin, c'était à l'époque des autographes. Maintenant, c'est des selfies. Mais lui pétait des cases. Et alors, les gens autour pensent... Moi, j'ai coupé les ponts avec beaucoup de gens du secondaire et du supérieur parce qu'on ne me traitait plus pareil. C'était « Ah, voilà la star, elle a encore du temps de traîner avec ses vieux copains. Alors, comment va Brad Pitt ? Alors, qu'est-ce que t'as fait la semaine dernière ? T'as encore fait des trucs de folie ?» Et c'était plus Cathy, la maladroite, à qui a encore fait plein de bêtises et qui s'est sans doute cassé la figure en arrivant. Et tu y tiens à cette image ? En tout cas, moi, je connais mon quotidien et je sais que mon quotidien est beaucoup plus normal, voire basique que ce que les gens imaginent. Enfin, le quotidien de ma vie n'est pas glamour. J'ai un travail qui est un peu étrange, mais je vais au GB, je fais mes courses, j'achète la litière pour mon chat et je traîne en training. Enfin, et donc c'est plutôt ce que les gens imaginent qui est plus compliqué à gérer que moi. Ce que je dégage, c'est moi, je n'y réfléchis pas. Mais comment les gens le prennent, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Et donc, d'un côté, c'est un peu frustrant parce que les gens peuvent avoir aussi des a priori négatifs. Si quelqu'un m'entend sur Typique, où je vais peut-être dire un « putain, le film de ouf », parce qu'on me demande de parler comme ça, et va se dire « oh, mon Dieu, quel vocabulaire !» Est-ce qu'elle a un peu de... Voilà. Tant pis si quelqu'un prend ça, j'ai pas de pouvoir là-dessus. C'est un peu frustrant et en même temps, comme j'ai pas de pouvoir, je veux pas m'en rendre malade. Voilà. On arrive vers la fin de cette émission. Oui. Il restait une dernière question. Et justement, au mode café, ça a commencé en fait par des recommandations culturelles. Ce qu'on faisait à la base, c'était des recommandations culturelles. Et puis petit à petit, on s'est penché vers l'engagement et puis le côté plus culturel. Et donc, je voulais aussi te remercier parce qu'en fait... Cathy Mullen, eh bien, je la suis depuis des années et des années. Depuis que tu es petit Petit, non, je dirais pas, mais ado ça, en tout cas. Oui. Et je suis devenu cinéphile beaucoup plus tard. Je devais avoir 20 ans quand j'ai vraiment découvert c'était quoi le cinéma et le pouvoir sentimental et émotionnel du cinéma. Et donc je voulais te remercier parce que tu m'as ouvert en fait à tout ce monde du cinéma qui n'est pas quelque chose qu'on avait parce qu'à l'époque il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et tout. On avait la télé et la radio et c'était la seule manière dont on pouvait accrocher à une analyse, à une vision du cinéma qui était en dehors de la discussion entre potes, en dehors de la salle. Donc je voulais te remercier de m'avoir accompagné durant toutes ces années pour le cinéma. Et comme le Wombat Café avant tout c'est des recommandations, je me disais peut-être que Cathy Mullen pouvait me recommander 5 films, mais par rapport à des situations bien particulières. Ah, ok. Ah, j'adore. Mais 5 films dans l'absolu ou 5 films qui sont en salle ? Parce qu'en salle, pour moi, c'est pas la folie. Je vais te donner 5 situations. Ça va, j'adore. Et tu me dis ce que tu veux. Ah, j'adore faire ça. Donc, ton film ou ta série pour une soirée idéale entre amis, mais qui ont tous des goûts différents. Ah, je regarde jamais de film avec des potes, moi. Le film qui va pouvoir mettre d'accord tout le monde. C'est celui qui regarde les films d'horreur, celui qui est fan de comédie, celui qui est fan de Marvel. Mais des gens de mon âge, alors, des potes de mon âge. Ce que tu veux. C'est ton choix. C'est ton film ou ta série.
Ah là là. Ah. Mais je pense que ce qui mettra tout le monde d'accord de mon âge, c'est les bronzés fonds du ski. Ah, ok. Parce que la comédie culte, c'est culte pour plein de gens, quelles que soient les connaissances, le métier, les origines. Et qu'on soit un télo hyper cinéphile pointu ou sans plus, juste amateur de divertissement, je pense qu'une bonne vieille comédie culte qu'on connaît par cœur, La Cité de la Peur ou Les Bronzés fonds du ski, je mettrais pour rigoler. Parce que je me vois très mal voir autre chose qu'une comédie avec mes potes. Parce que moi, j'aime pas... dit la fille qui parle de cinéma. J'aime pas qu'il y ait trop de gens autour de moi quand je regarde un film. Je suis vite déconcentrée. Ou en tout cas, mes amis, j'aurais envie de voir leurs réactions. Hein. Tu discutes durant la séance avec tes Bah amis? non, mais sentir comment mes amis réagissent, je pense que ça me parasiterait en fait. Donc moi, j'adore aller au cinéma toute seule. Ah ouais, ok. Tu vois, ou regarder un film toute seule. Est-ce que tu vas voir parfois des films toute seule où il n'y aura pas de critique après? Oui. Ah, ça t'arrive? Oui, quand j'ai loupé un film parce que décidément j'ai loupé l'approche aux presse ou parce que je suis en vacances ou en congé, je vais rattraper toute seule. Ah, ok. Et même si je sais que je vais pas forcément aimer, mais pour ma culture, Ouais. pour avoir vu un max, quoi. Ok. Le film, un peu on va dire en anglais, ton go-to film. Donc, le petit bonbon qui fait plaisir, que je vais peut-être voir tous les ans, tous les 2 ans, et que tu auras envie de recommander en fait. Mais moi, il faut savoir que j'adore les drames. J'adore tout ce qui déchire le cœur. Donc, petit bonbon que je pourrais voir, moi, chaque année et que je dois recommander à quelqu'un. Parce que j'ai un petit bonbon que je regarde chaque année, mais là, c'est un peu la gêne. Ah, moi je pense que de toute façon, le film après c'est plaisir coupable. Donc si tu veux le garder pour le plaisir coupable. Ouais, ok. Je vais garder pour plaisir coupable. Parce que, attends, hein, on va reprendre. Hein. Ouais. Donc, je dois recommander un film à quelqu'un Ouais. et qui correspond à la case petit bonbon. Celui qui serait ton petit bonbon à toi, tu te dis, ça pourrait plaire à quelqu'un qui est dans le même style que moi peut-être. Ah. C'est tes goûts, c'est ton choix. Oui, ok. Alors, je dirais... Moi, j'adore les coming of age movies, les films d'initiation. Et alors, je prendrais un A24, une production A24, Jonah Hill, mid-90s, ou Lady Bird, que j'ai adoré, ou l'autre, la 8th Grade, qui est aussi un A24. Moi, j'adore les films qui me replongent un peu dans la période de l'adolescence. Et les coming of age, avec tout ce que ça peut avoir de maladroit, dans j'ai 12-13 ans, je suis encore un peu un enfant, je deviens un adulte, les questionnements, les amitiés, le côté un peu léger parfois aussi, des enjeux qui peuvent paraître complètement dingues. Truc m'a dit bonjour aujourd'hui et j'avais pas mis un beau pull. Et les catastrophes que ça peut faire à l'époque, mais aussi le regard que les jeunes peuvent avoir sur les adultes, sur leurs parents, sur leurs envies, ce seront les adultes de demain. Donc moi, je prendrais un coming of age avec de l'humour. Ou un Judd Apatow coming of age super grave. Oh, je conseillerais super grave, super bad. Dire, est-ce que tu connais Booksmart? Oui, aussi. Mais j'ai moins aimé. T'as moins aimé? Oui, j'ai moins aimé parce que je trouve que maintenant on fait de l'humour facile pour les filles en disant ouais, c'est des filles, elles sont vulgaires, elles lisent le mot beat et fuck, c'est trop cool, enfin c'est trop facile. Donc je préfère. Moi je suis pas une fille et j'ai adoré. T'as adoré? Ouais. Mais c'était plutôt. Parce que j'avais adoré, c'était ce côté une bonne élève qui se rend compte qu'elle a raté sa vie. Je trouvais l'idée en fait génialissime à la base. C'est vrai que en soi le film c'est super grave, un peu revisité quoi. Mais moi ce que j'avais beaucoup aimé c'était ça. Alors maintenant passons au plaisir coupable. Quel est ce plaisir coupable? Alors toutes les années je regarde le même film parce qu'il passe à la télévision toutes les années à Noël. Mais c'est un film dont je connais le moindre dialogue et la moindre note de musique, le moindre plan. C'est même une trilogie. C'est la série des Sissi avec Romy Schneider. Je ne connais pas. La princesse Sissi, non, mais c'est pas ça. C'est l'impératrice. Sissi, impératrice. Ah oui, je crois que j'ai vu le premier ou le deuxième de cette trilogie. Et oui, et donc c'est... Alors moi, j'adore tout ce qui est historique. Je regarde Stéphane Bern, j'écoute plein de podcasts d'histoire. Moi, j'adore ça. Et alors là, c'est un film historique, romantique, tragique, avec Romy Schneider, des costumes et des coiffures et des décors magnifiques, sur une période de l'Autriche qui m'intéresse particulièrement, mais c'est très fleur bleue. Hein. On est vraiment dans du romantisme premier degré, même si tragique. Et je connais tout par cœur. J'adore.
Ok, plus que 2 films, 2 recommandations. Ok. La recommandation que je voulais, c'était est-ce qu'il y a un film où tu te dis ça, je pourrais le recommander à n'importe qui parce que il est facile d'accès et en même temps, il amène tout un nouveau pan. Et en fait, c'est le genre de film où tu découvres une sorte de facette cachée. Moi, j'ai eu ça, par exemple, pour un peu t'aider là-dedans, c'était Whiplash. Je dis, je vais voir un film sur la batterie. Et là, j'ai découvert tout un pan psychologique autour du mentor et de la figure paternelle et de l'élève. Et j'ai trouvé ça complètement fou. Et je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Est-ce qu'il y a un film où tu te dis, la sorte de surprise un peu cachée, on s'y attendait pas. Et pourtant... Oui, dans les récents, parce que j'en vois tellement que je vais peut-être dans mon cerveau trouver d'ici demain 20 autres exemples et je vais être fâchée sur moi. Mais dans les récents, il y a Un monde de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. Donc Stéphane Brisé est un cinéaste très engagé, très à gauche. Vincent Lindon est un acteur engagé aussi. Ils avaient déjà fait plusieurs films où ils avaient mis Vincent Lindon une fois dans le rôle d'un chômeur qui veut retrouver du travail, puis dans le rôle d'un syndicaliste qui se bat contre ses patrons, logiquement. Et dans Un monde, c'était le contraire. Vincent Lindon incarnait un chef d'entreprise pris en tenaille, littéralement pris en tenaille, entre ses employés et ses chefs à lui, et le chef ultime, à savoir la bourse. Et c'était un film fascinant sur le fait que c'est facile de taper sur les patrons et de dire « Les patrons, c'est des connards, il faut que virer les gens ». Alors que ces patrons peuvent en être malades aussi de devoir virer les gens, mais ne pas avoir le choix parce que le capitalisme ne laisse pas le choix. Le capitalisme est implacable et c'est un rouage, et que même le patron est un rouage détruit par le capitalisme, parce que c'est pas parce qu'il a une belle voiture et un bel appartement que ce mec peut pas être viré du jour au lendemain parce que l'entreprise va être achetée et que la succursale et donc ce film où moi j'ai été élevée dans une famille de gauche, j'étais dans les mouvements socialistes quand j'étais petite, donc évidemment je me sens un peu plus concernée par le sort des ouvriers que celui des patrons, mais j'ai vibré pour lui, j'ai tremblé pour lui, j'ai été malade pour lui, parce que ça parle aussi de la dépression, de la déprime et de la difficulté d'être aussi un patron dans ce cercle vicieux. Et donc, ça m'a vraiment fait découvrir, je trouvais ça très subtil, et ça m'a fait découvrir que tout n'est pas noir ou blanc et que le gris est partout. Voilà, un exemple. Là, on vient d'entendre une critique de Cathy Imelen et on voit pourquoi tu gères super bien ces critiques. Elle était magnifique, cette parce critique. que je n'ai pas dit la moitié de ce que j'avais écrit un peu plus correctement à l'époque. Elle était très bien. Okay. La dernière question, c'était, est-ce que tu as peut-être une pépite ? Ce film où tu te dis, peu de gens l'ont vu et pourtant, il est juste génial, il mérite tellement plus de regard. Est-ce que tu as ce film, cette pépite ? Oui, j'en ai plusieurs et il y en a un. Alors on en a un petit peu réentendu parler avec le confinement, mais c'est Problemos. Ah ouais, c'est la comédie avec Éric Judor et Blanche Gardin. Ah ouais. Coécrite par Blanche Gardin. Ça, c'est le genre de film que j'adore. Pourquoi ? C'est une comédie qui démarre de manière un peu potache, un peu lourde. En plus, il y a Éric Judor au casting, même s'il a fait des choses décalées. Il a fait Platane, il a travaillé avec Quentin Dupieux, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre. Et le pitch est génial. Donc, je vais te le faire très bref. Éric Judor est en couple, il va avec sa compagne et leur enfant, leur jeune fille, voir des potes ou de la famille, je ne sais plus, qui vivent dans une zone totalement babacool en Ardèche ou dans le sud de la France, où il n'y a pas de genre, il n'y a pas de propriété, tout le monde est égal, on vit en Sarwell en faisant des cercles de femmes et en parlant de ses règles. Voilà, quelque chose de très babacool, un cliché babacool. Évidemment, Éric Judor, son personnage n'est pas comme ça. Et il y a une pandémie. Ils se rendent compte que tout le monde est mort en dehors de leur cercle à eux qui vivent en autarcie. Et donc, ils ont envie de recréer une société, mais ils vont reproduire, et c'est ça que je trouve génial, ils vont reproduire toutes les inégalités qu'ils dénonçaient. Et c'est-à-dire que malgré leurs belles intentions, on est tous égaux et on s'aime tous, ça part quand même toujours en couille, parce que celui qui aura un petit peu de richesse, parce qu'il aura réussi à fabriquer quelque chose qui va lui permettre de produire de la richesse, se croira au-dessus des autres. Et ce même
néo-bourgeois va être attaqué par le prolétariat. Et celui qui était clodo avant, il restera clodo parce que quand même, il y a toujours du racisme, il y a toujours de l'égoïsme quelque part. Et l'homme, malgré toutes ses bonnes intentions, reproduit les inégalités. Et je trouve que à partir d'une comédie française qui a l'air assez banale, faire une analyse sociologique et politique aussi fine, et en se moquant des spécistes, des ultra-féministes, en se moquant de tout ce qui est woke aujourd'hui, mais puissance 1000, on est dans la comédie, je trouve que c'est génial. Et c'est un film qui est totalement passé inaperçu quand il est sorti. On en a un peu plus reparlé pendant la pandémie parce qu'il était sur Netflix. Je trouve que c'est un petit bijou. Magnifique. C'était la première interview de Cathy Mullen. J'ai l'impression que tu es stressée parce que tu as défait tes lacets durant toute l'interview. Ah oui, sans doute, oui. Est-ce que ça va ? Ah oui, ça va, mais moi je suis... Les gens ne pensent pas, mais je suis pétrie d'angoisse. Mais oui, je l'ai ressenti. Moi je fais des crises d'angoisse tout le temps et tout. Oui, ça a été, oui. Parce que tu es bienveillant, tu poses des questions intéressantes et tu es très sympathique. C'était pas ce que je recherchais. Non, et puis je suis dans un local où on peut être très cool, très relax, donc ça aide. C'est vrai, merci Big Trouble pour ça. Oui, non, mais voilà. Et voilà, mais en tout cas, je suis content que cette première interview se soit bien passée pour toi. Peut-être où on pourrait te retrouver. Est-ce que tu as envie de diriger les auditrices et les auditeurs vers quelque part ? Et je te laisse même après ça. Le mot de la fin, c'est toi qui clôture cette émission. Oh, c'est horrible. Alors, je dirais que si vous voulez me suivre ou rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas sur Instagram ou sur Facebook. Mon Facebook est public, c'est-à-dire que je n'ai pas de profil caché. Mon public est ouvert parce que tous mes réseaux sociaux sont très ouverts parce que je poste pas grand-chose de vraiment personnel. Et en général, je réponds. Même des gens qui me disent je vais au cinéma avec ma mère ce soir, qu'est-ce que je dois l'emmener voir, je réponds. Si j'ai le temps, je réponds. Donc si vous voulez tout simplement papoter avec moi, il n'y a aucun souci. Quand j'ai le temps, je réponds. Par contre, je suis un peu... je suis pas toujours rapide. Et si vous deviez écouter mes critiques à un seul endroit, je dirais que l'endroit le plus nuancé où j'ai le temps de m'exprimer de manière assez posée, c'est sur Classique 21. C'est le mercredi vers 8h40. Parce que sur Typique, on est vraiment dans de l'humeur et sur Viva, je suis tout le temps coupée. Donc j'estime que sur Classique 21, c'est là où j'ai l'espace le plus dense pour la critique. Voilà. Et le mot de la fin... Peut-être une sorte de conseil pour la jeune génération qui voudrait se lancer dans la critique ou qui est intéressée par le cinéma. Est-ce que tu as peut-être un message d'amitié et d'amour pour tous les cinéphiles de Belgique et de France et des États-Unis, parce qu'on écoute le Bon Mode Café, il est écouté à 40% en Belgique. Oui. Le reste, c'est États-Unis à 17%, wow. 20% la France. Donc, on n'est pas sur un public pour belge. Pour le monde entier. Oui. J'ai envie de dire à tout le monde de revoir le film Le goût des autres du duo Jaoui Bakri, parce qu'il explique, ou de relire Bourdieu, mais bon, ça prend beaucoup plus de temps et c'est quand même un peu plus pénible de lire le bouquin sur la critique de Bourdieu. Le goût des autres me permet de conclure avec le fait que je déteste le snobisme, qu'on est toujours le laid ou le beau de quelqu'un, on est toujours le con ou l'intelligent de quelqu'un, et qu'en matière de goût culturel, on ne doit avoir honte de rien parce que c'est le plaisir qu'on en retire qui doit être le plus important, qui peut être un plaisir purement basique de divertissement, qui peut être un plaisir esthétique ou un plaisir intellectuel, ou un déplaisir ou un inconfort, mais en tout cas nous faire réagir et nous faire ressentir des émotions. Et ne jugez pas ceux qui ne regardent que des blockbusters ou qui ne sont que sur Netflix, c'est leur plaisir à eux. Et voilà, chacun passe son temps comme il le peut. Voilà. Merci beaucoup Cathy. Vous pouvez rejoindre Bon Mode Café sur tous les réseaux, vous connaissez Instagram et par mail, bonmadecafé.podcast@gmail.com. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci Cathy. Avec plaisir, bisous. Ciao.